Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entreproms. Comme vous le savez, nous parlons d'entrepreneuriat, de projets, de création, d'innovation. Et aujourd'hui, on a un super plateau. On reçoit encore des jeunes que des jeunes. Alors moi, j'adore la jeunesse, j'adore les jeunes, surtout qu'on a toujours des idées pour faire de superbes choses. Donc tout à l'heure, on va vous présenter nos invités. Donc nous allons recevoir 3 jeunes étudiantes guadeloupéennes sur 4, donc qui ont créé une web radio qui s'appelle Petit Sel FM. Donc je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc nous avons un jeune, très beau jeune homme en plus, qui s'appelle Xavier Prétérit et qui est un jeune investisseur immobilier, infopreneur et c'est un auteur aussi d'origine guadeloupéenne. Il a débuté avec un petit salaire et avec son petit salaire, il a réussi à se former et à investir dans l'immobilier. Il va vous raconter son parcours et vous allez voir que franchement, on a vraiment de quoi faire et on a vraiment de super entrepreneurs dans notre département. Bonsoir à tous et bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Pour l'instant, on va se tourner vers notre deuxième invité, Monsieur Xavier Prétérit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous ce que vous faites dans l'immobilier et comment vous avez fait comme ça pour exploser. Racontez-nous votre parcours. Ok, alors, qu'est-ce que je fais dans l'immobilier exactement? J'investis dans l'immobilier. Je m'organise pour avoir, on va dire, un cash flow, c'est-à-dire un cash supplémentaire qui me permettra de vivre par la suite de mes loyers. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis investisseur immobilier rentier. Donc, l'idée m'est venue comment? C'est parce que j'avais un petit salaire de base et je me rendais compte qu'il n'y a qu'une chose que je ne pouvais pas rallonger, c'est mon temps. J'avais 24 heures et mon salaire, il n'augmentait pas. Et même en faisant des heures sup, allez, au pire des cas, on me rajoutait 50 euros, mais voilà. pas plus, quoi. Oui, sinon ça fait trop d'impôts en plus. Exactement. Donc j'étais en fait un peu contraint entre le fait de vouloir gagner plus et être libre financièrement et travailler plus. C'était juste pas possible puisque j'avais que 24 heures. Donc du coup, j'ai cherché un moyen pour pouvoir avoir de l'argent à côté sans forcément me réveiller tous les matins. Et j'ai commencé on va dire, à mettre l'accent sur l'immobilier. Comment est venue la première acquisition? Qu'est-ce qui a fait tilt? Comment vous êtes dit, allez, je me lance, j'achète? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'ai lu un livre qui s'appelle Total Recall. C'est un livre d'Arnold Schwarzenegger. Et c'est assez fou, puisque je pensais qu'il était devenu millionnaire par rapport au cinéma. Par rapport au cinéma. Et en fait, c'est pas du tout ça. Là, c'est le travail. C'est le travail. Il a fait de l'investissement immobilier. Et je me suis dit, c'est bon, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. C'est parti comme ça. Vous pouvez répéter ça pour que tous les gens comprennent ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Voilà, je dis, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. D'accord. C'est vraiment parti comme ça. Et du coup, le lendemain, je suis passé en bas de chez moi, à côté d'une agence immobilière. Et je cherchais un bien acheté tout de suite, mais sans réfléchir, sans être formé, rien du tout. Et l'agent immobilier m'a un peu pris de haut, il m'a dit non. Comme d'habitude. Ouais. Ça s'est passé où ça? Vous habitez où? C'était sur la métropole, en région parisienne. Et là, je fais waouh. En fait, le mec, il vient de tuer mes rêves en 2 minutes. Ouais. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'était un peu par rapport au salaire, qu'il fallait un bon revenu, énormément d'épargne et tout. Et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut le faire différemment, en fait. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'ai vraiment médité toute la nuit dessus et j'ai pensé aux places de parking, tout simplement. Je me suis dit, bon, ça doit coûter moins cher, forcément, et ça doit être plus accessible. Et j'ai commencé à chercher des places de parking, donc il y avait à tous les prix, ça a commencé à 2000 euros. D'accord. Je me suis dit, ce sera un moyen de me lancer et sortir du salariat, puisque je voulais vraiment sortir du salariat. Et de fil en aiguille, j'ai acheté, je partais pour un parking, mais finalement, je suis reparti studio plus parking, première opération. Et ça a très bien marché. Après, j'ai regardé un peu mes objectifs. Je me suis dit, si je fais ça comme ça va me prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas être libre comme ça tout de suite. Donc, je suis passé directement aux immeubles. Et j'ai commencé à acheter un premier immeuble de rapport, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Alors, pour que les gens comprennent bien, parce que quand vous parlez de parking, bon, moi, je sais de quoi vous parlez, puisque ça me fait même penser à Tony Diaz, justement. Je ne sais pas si vous le connaissez, on va vous mettre en contact. Voilà. Mais, alors, pour que les gens comprennent bien, quand vous achetez des places de parking, c'est pour les relouer après. Comment ça fonctionne? En fait, on achète une place de parking, tout simplement.
Et forcément, bah, nous sommes dans une société de consommation. Exactement, et tout le monde a besoin de se garer pour rentrer chez soi. Voilà. Et on a un double avantage. On peut avoir une simple place de parking, donc un emplacement, et on peut avoir un box. Et le box, il est fermé. Donc, il y a des gens qui ont de très belles voitures et qui ne veulent pas qu'elles soient du tout rayées ni quoi que ce soit. Donc, ils vont privilégier les box. Et il y a d'autres personnes, tout simplement, qui ont beaucoup d'effets personnels qui ne peuvent pas stocker chez eux. Exactement, un peu comme les KGB, enfin les trucs qu'il y a dans les caves en bas. Et on utilise ça, en fait, et on met ça à la location. Et ça nous génère un cash flow, enfin du cash. Ça veut dire que quand vous allez prendre un appartement, par exemple, quand vous faites votre contrat d'appartement, on vous demande si vous voulez une place de parking ou un box. Et quand vous prenez, donc vous payez votre loyer, monsieur récupère sa part. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on peut acheter uniquement une place de parking. D'accord. Donc on peut les dissocier. Pour la personne qui loue l'appartement, comment ça fonctionne? Pour la personne qui loue l'appartement, c'est autre chose, puisque on peut louer un appartement sans place de parking. Oui, c'est donc ce que ça, je c'est pas un souci. Mais en fait, si elle veut une place de parking, elle doit payer un supplément. Mais en fait, ma question, c'était juste pour savoir au niveau de la procédure pour la personne qui prend un appartement, par exemple. Elle, dans son loyer, on lui propose un box plus une place de parking supplémentaire. Ça veut dire que vous, quand vous faites la transaction, vous faites avec l'agence immobilière qui loue les appartements. Non, mais c'est pas obligatoire. Voilà, expliquez-nous ça. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des appartements aujourd'hui qui ont effectivement une place de parking, une cave et tout le reste. Donc c'est dans le bail. Mais il y a des appartements qui n'ont pas du tout ça. Okay. Moi, en général, si je veux acheter une place de parking, tout simplement, je vais voir les locataires qui ont déjà l'appartement. D'accord. Je leur dis, j'ai une place de parking à louer. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que la place, ça n'a rien à voir avec, par exemple, les HLM ou bien les offices qui s'occupent du bâtiment. C'est pas eux qui vous vendent la place et c'est pas à eux que vous... Alors peut-être qu'ils peuvent me vendre la place, mais je suis indépendant de tout ce qui va avec. D'accord. Ah voilà. Bah ça c'est parfait. Voilà, donc ça permet de faire un premier investissement avec un petit budget. D'accord. Voilà. Et après, comment ça se passe? Comment vous faites pour monter, pour acheter un plus grand appartement, pour acheter un bâtiment? Est-ce que ça se fait sur plusieurs années? Alors moi, je l'ai fait en tout en 4 ans. Okay, donc c'est ce qui m'a permis justement d'être libre financièrement. Mais ça se passe que je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Oui, important. Parce qu'avec du recul, je me dis, si je m'étais posé beaucoup de questions, je n'aurais pas fait ça. On a peur de s'endetter. Exactement. Il y a une question qui revient tout le temps. Oui, mais si on ne te paye pas ton loyer? Et moi, je réponds, mais si on te paye ton loyer. Oui, ouais. oui. Voilà. Et une fois qu'on a répondu à ça, voilà, bien évidemment, on a toujours une personne qui va avoir un défaut de paiement. Mais quand on commence à avoir un grand nombre d'appartements, ça se noie dans la masse. Alors, il y a d'autres Antillais qui ont investi dans l'immobilier. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de faire quelque chose ensemble et, par exemple, de faire un réseau? Disons que vous êtes Antillais, eux sont Antillais, par exemple, pour les jeunes étudiants, pour pouvoir louer spécifiquement un bâtiment, par exemple, à des jeunes étudiants? Ou est-ce que vous louez vraiment à deux personnes différentes, vous gardez un pourcentage? Comment ça fonctionne? C'est quoi votre méthode de fonctionnement? Alors, sur ça, c'est un peu différent. Je pense que c'est à la carte. Je fonctionne beaucoup avec le cœur. Parfois, ça me pose problème. Mais bon, oui, il ne faut pas être trop généreux. Il ne faut pas être trop généreux, en tout cas dans le business. Et voilà, aujourd'hui, je regarde juste des personnes qui ont un bon profil, un profil qui correspond à mes attentes. Et je favorise la location. Alors, bien évidemment, et c'est là où je fonctionne avec le cœur en général, quand je vois que c'est un étudiant, je vois les galères, je vois que les papiers ne sont pas... Voilà. Bah, en général, ça peut m'arriver de choisir ces personnes puisque j'ai moi-même été dans ce cas. Donc, c'est une façon d'envoyer l'ascenseur. Voilà. Et pour tout ce qui concerne le réseau, bah, en fait, j'ai créé un site internet qui s'appelle Business is my religion. Et sur ce site internet, je partage un peu toute mon expérience à travers aussi ma chaîne YouTube, Xavier Prétéry, tout simplement. Et je parle un peu de comment faire, en fait, pour faire comme moi, tout simplement. Puisque je sais que l'accès à l'information est à la fois facile, mais en même temps... Ils ne veulent pas tout dire. Ils ne veulent pas tout dire. Ils ne veulent pas qu'on réussisse tout. Voilà. Donc, pendant le confinement, justement, j'ai animé des lives YouTube d'1 heure, un jour sur 2. Et je donnais énormément de valeur et je pense que ça a aidé pas mal de personnes à passer à l'action.
Chaîne YouTube, Xavier Prétérit, P-R-E, bon P-R-E, hein, parce que il y a le E sur le YouTube, T-E-R-I-T. Vous allez tout de suite vous connecter, vous allez voir un petit peu ce que fait le jeune homme. Alors, vous écrivez des livres aussi. Parlez-nous de cette histoire d'écrivain. Alors, écrivain sont bien grands mots. Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur les livres du monsieur? Allez-y, montrez-nous ça. C'est celui-là. Alors, il y a le premier livre que j'ai écrit qui s'appelle Cave et Parking. Et en fait, sur ce bouquin, c'était mon premier investissement. Donc, c'était une façon aussi pour moi de renvoyer l'ascenseur en disant comment j'ai fait et comment tout le monde pouvait faire. Et celui-là, c'est devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et en fait, ce livre, j'ai vraiment... Remontrez le premier livre, s'il vous plaît, comme ils nous ont mis. Remets-nous le gros plan, s'il te plaît. Donc, voilà. Et en fait, sur les deux livres, je raconte vraiment un peu comment j'ai fait. Donc, c'est pas un livre écrit façon Molière, hein, c'est vraiment authentique. J'ai vraiment voulu que ce soit simple à la lecture, parce que à la base, j'ai jamais été un très grand lecteur. Et je me suis dit, je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui n'aiment pas forcément lire. En plus, un livre sur l'immobilier. Déjà, il fallait faire le livre de Schwarzenegger. Il faut vraiment se dire à un moment donné, bon allez, je vais y aller, je vais le faire, parce que je sais que c'est pas évident. Donc je me suis dit, bon, il faut que je rende ça, on va dire, ludique. Donc j'ai raconté un peu mon histoire. Je suis parti vraiment du lycée jusqu'à l'indépendance financière. Et je donne aussi toute la méthodologie, les fais en deux parties. La première partie, c'est un peu mon histoire. Et comme j'aime bien dire, il y a des gens qui s'en fichent un peu de mon histoire, donc ils vont directement à la partie numéro 2. Et je mets tout ce qu'il faut, en tout cas, pour démarrer. En tout cas, moi, je trouve que l'histoire, elle est importante parce que déjà, ça permet de faire en sorte que les gens puissent avoir un modèle à suivre, parce que c'est intéressant de savoir que c'est pas un enfant de riche ou bien un enfant qui avait déjà tout, qui s'est lancé. Donc c'est important, cette histoire-là, c'est important de la raconter. Et est-ce que vous faites des conférences ou bien des animations pour expliquer ça aux jeunes? Si, je fais des conférences. Alors j'en fais en Guadeloupe, c'est plus sous forme de masterclass. Je prends que 10 personnes. D'accord. Parce que je ne veux pas reproduire le schéma scolaire. Je sais que quand on est nombreux dans une salle de classe, il y a toujours un qui n'ose pas lever la main. Donc j'essaie de créer un concept assez intimiste où je peux aider vraiment chacun. Donc c'est une masterclass. J'aime bien dire, c'est un peu comme au McDo, on vient comme on est, mais on repart en tout cas avec un immeuble de rapport. C'est vraiment l'objectif. Et pour le coup, la prochaine masterclass que j'organise, qui sera sur la Guadeloupe, sera le 12 septembre. J'organise une sur la métropole le 5 septembre à Paris. Alors j'en profite pendant que j'ai ce super plateau pour citer Tony Jazz. Bon Tony, big up Tony. En plus il est reparti, il est déjà arrivé au Canada ou je sais plus où dans le monde en train de faire quelque chose. Tout à l'heure il va nous faire encore une prochaine campagne présidentielle, qui sait, qui a dit une phrase aujourd'hui. Donc je profite pour citer sa phrase: le plus gros risque, c'est de n'en prendre aucun. Donc arrêtez de croire que et d'ailleurs à chaque fois qu'on a des invités au plateau, on le voit, il y a toujours des gens par exemple qui sont fonctionnaires, ils ont envie, comme une jeune femme, d'ouvrir une boulangerie et toute sa famille qui lui dit: ah non, faut pas, fonctionnaire c'est bien, s'imagine ça fonctionne pas. Justement, elle a dit imagine que ça fonctionne, et ça a fonctionné. Donc n'ayez pas peur, quand vous avez des projets, n'ayez pas peur de vous lancer. Donc ça, c'est un cadeau pour moi, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Alors moi, je veux une dédicace, et pendant que vous faites la dédicace, c'est possible d'avoir un gros plan pendant qu'on a que... attendez, faut marquer ça dans le marbre de Canal 10 quand même. Okay. Alors, pendant que vous faites la dédicace, je vais vous poser une question à tous les quatre. Est-ce que vous allez nous faire un débat sur l'immobilier, justement un talk sur l'investissement immobilier? Parce que je pense que c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet, tout à l'heure je parlais de Tony, pendant le confinement on l'a reçu, et c'est le secteur, donc l'investissement, c'est un des secteurs, on va dire, qui ne s'est pas effondré pendant la crise. Au contraire, les gens qui font des conférences ont fait de plus en plus de conférences pour expliquer aux gens que c'est maintenant qu'il faut investir, donc pas sur n'importe quoi, pas n'importe comment. Donc quand est-ce qu'on va faire un talk sur le petit sel pour pouvoir avoir toutes ces informations et pour savoir un petit peu comment ça se passe? Parce que nous ne sommes pas professionnels, donc dès qu'il est disponible et qu'il est prêt à parler, écoute, on peut organiser ça. Je suis toujours disponible. Et vous êtes en Guadeloupe ou vous êtes en France du coup? Non, je suis à Miami.
Je vis à Miami actuellement. Ah bah, quand on l'a mon fond, moi, je vis à Miami. Oui, allez-y. Donc, bah ouais, voilà. Donc, je fais souvent la navette entre Guadeloupe. En plus, c'est plus Paris, près. voilà. Et puis, c'est mieux aussi. Voilà. Donc, je suis aussi en métropole pour les conférences que j'organise. Donc, voilà. Il y a combien de conférences dans une année? J'en fais une par trimestre. Ah, ça va. Voilà. Il y a le temps de la préparation et tout. Exactement. Vous allez investir aussi à Miami? Vous avez déjà commencé? Alors, c'est pas prévu tout de suite puisque le marché est vraiment différent. D'accord. C'est un marché, on va dire, qui demande une certaine maîtrise que je n'ai pas pour l'instant. Okay? D'accord. Puisque les règles sont pas du tout les mêmes. Par contre, aux États-Unis, notamment à Cleveland et Détroit, ça se rapproche beaucoup de ce que je fais déjà. Donc, je vais mettre quelques billes là-bas. D'accord. Est-ce qu'aux États-Unis, on peut investir dans l'immobilier autrement que... parce que comme vous disiez, les méthodes ne sont pas les mêmes. En France, on a vu, il y a des caves, des parkings, il y a des appartements, il y a des bâtiments. Est-ce qu'aux États-Unis, l'immobilier, ça peut être par exemple des locaux commerciaux? Enfin, est-ce que ça peut être une évolution différente par rapport au pays ou pas encore? Alors, pas du tout. Non, c'est pas dans ce sens. C'est exactement la même chose en termes d'investissement. On a les mêmes besoins. Okay. Mais c'est plutôt, on va dire, de manière administrative. D'accord. C'est un peu différent. Ok. Et puis, particulièrement, le marché à Miami, il est juste démesuré. Donc, les prix sont très, très élevés, mais ça peut chuter du jour au lendemain. Donc, il faut comprendre, en fait, à quel moment investir, à quel moment se placer pour gagner de l'argent et pas en perdre. Par rapport à la situation géopolitique actuelle avec le Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas des marchés qui sont en train de s'effondrer et sur lesquels il faudrait peut-être pas commencer à se positionner pour voir si ça pourrait fonctionner pour le futur ou pas? Par exemple, l'immobilier à Miami, maintenant ça s'est un petit peu amélioré, mais pendant le Covid, les prix ont chuté de 30-40%. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est un marché qui est vraiment particulier, puisque c'est une petite surface qui est remplie de millionnaires, milliardaires, etc. Donc, là, ça vaut le coup, par exemple, quand les prix chutent de 30%, ça vaut le coup d'acheter un studio. Ça vaut le coup de se positionner, voilà. Mais il faut être sur place et faire l'affaire tout de suite. D'accord. Voilà. En fait, le gros avantage qu'on a quand on investit dans l'immobilier en France d'une manière générale, c'est qu'on bénéficie de l'effet de levier de la banque. On peut aller à la banque, dire j'ai 1 000 € de côté, prête-moi 100 000. Ok. Ça, c'est possible. À Miami ou aux États-Unis, il faut avoir le cash. Il faut avoir le cash. Ouais, c'est vrai que c'est un système différent. Donc, on peut avoir 30-40% du cash, donc c'est possible. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, la force de l'immobilier, c'est emprunter la totalité à la banque. Oui, en France, c'est beaucoup comme ça. D'ailleurs, c'est le premier investissement. Hein. Parce qu'investir dans la pierre, c'est le plus rentable, il me semble, jusqu'à maintenant, c'est le plus rentable. Quand c'est bien fait, oui. Voilà. Même si, des fois, le marché chute. On voit à Paris, par exemple, les prix se sont enflammés ces dernières années. Exactement. Mais ça reste quand même très rentable, puisque de toute façon, ça va en augmentant. Donc, est-ce que vous pensez, parce que par rapport à la politique qui a été mise en place avec Macron et tout, ils ont commencé à regarder pour éviter que les prix à Paris ne flambent trop. D'ailleurs, Anne Hidalgo, elle en a parlé. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la campagne, je suppose, puisque vous investissez dans l'immobilier. Donc, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ça va se stabiliser? Parce que là, ils luttent pour que ça arrête de continuer de grimper, justement. Est-ce que vous pensez que ça va être intéressant toujours d'investir sur Paris ou qu'il va falloir se diversifier et aller peut-être un peu plus dans les campagnes ou dans les villes où c'est beaucoup moins cher, donc peut-être que vous pouvez en acheter plus, mais peut-être que vous faites moins d'argent dans les rentrées. Comment ça va se passer? Justement, c'est une très bonne question puisque ma stratégie à la base, c'est de ne pas investir dans Paris et ses alentours, mais vraiment attaquer les petites villes à côté, donc on peut avoir tout ce qui est Tourcoing, Lille, voilà, c'est des villes qui sont un peu moins grandes. Et là, ça reste intéressant. Et là, ça devient intéressant puisque le prix de l'immobilier est très bas, donc on ne prend pas trop de risques. Voilà, les loyers sont assurés. Les loyers sont aussi assurés, hein. Les loyers sont normaux. Oui, par exemple, un appartement, la personne va payer 300, 400 €. C'est pas très élevé par rapport